Aujourd'hui, mon mari et moi sommes devenus invisibles l'un pour l'autre. C'était censé être une journée ordinaire. Je me rendais à l'appartement de ma belle-mère pour récupérer mon mari et nos enfants. Elle habite au 3e étage d'un vieil immeuble, avec un grand escalier qui monte en colimaçon. Pas d'ascenseur, pas d'autre issue. J'ai sonné à la porte depuis le couloir, m'attendant à ce que mon mari descende. Il était encore à l'étage avec les enfants, alors que je suis montée à sa rencontre. Un seul escalier nous sépare, un seul, et d'une manière ou d'une autre, nous ne nous sommes jamais croisés. Lorsque je suis arrivée au 3e étage, la porte était déjà ouverte. Mon bambin était là avec ma belle-mère. Nous avons échangé quelques plaisanteries et j'ai attendu que mon mari descende. Mais à ma grande surprise, ma belle-mère a mentionné avec désinvolture qu'il était déjà parti avec notre autre enfant en bas âge. Je me suis figée. Il était parti. Comment a-t-il pu partir sans passer devant moi? Il n'y a qu'un seul escalier. J'ai essayé de me débarrasser de l'impression bizarre qui me parcourait l'échine et je suis retournée au rez-de-chaussée. Et c'est là que je l'ai vu, debout près de la voiture, comme si de rien n'était. Je n'ai pas pu retenir ma confusion. Comment es-tu arrivé ici sans me croiser? L'expression de son visage lorsqu'il a répondu m'a fait froid dans le dos. Il était aussi déconcerté que moi. J'étais encore à l'étage quand tu as sonné à la porte, dit-il d'une voix hésitante. Nous nous sommes regardés l'un l'autre, réalisant que d'une manière ou d'une autre, nous avions emprunté le même escalier au même moment. Et pourtant, nous ne nous étions pas vus, pas une seule fois, pas même un coup d'œil. Il était aussi choqué que moi. C'était comme si nous étions devenus invisibles l'un à l'autre, glissant dans le même espace, ignorant complètement la présence de l'autre. Nous ne savions pas quoi dire. Comment une telle chose pouvait-elle se produire? Ça défie toute logique. J'ai lu des articles sur ce genre d'événements étranges. J'ai même parcouru des forums remplis d'histoires bizarres et inexplicables. Mais je n'avais jamais pensé qu'une telle chose nous arriverait. Et maintenant, nous sommes tous les deux en état de choc absolu, aux prises avec un événement que nous ne pouvons pas expliquer. C'est comme si nous avions franchi une frontière étrange et invisible. Une réalité où pendant un moment, nous ne faisions pas partie du monde de l'autre. Mon copain Ethan, 24 ans, et moi, 22 ans, étions en mission. Nous avons été envoyés d'Albuquerque, Nouveau-Mexique, à Lordsburg, Nouveau-Mexique. Nous avons utilisé un GPS et avons pris l'autoroute 25 en direction du sud jusqu'à l'autoroute 10, à Lordsburg, soit environ 5 heures de route. C'est en arrivant à Lordsburg que les choses ont commencé à devenir bizarres. En arrivant là-bas, notre chantier était fermé et notre contremaître n'avait aucun document pour que moi et mon pote soyons là. Face au fait que nous ne pouvions pas travailler et que nous venions de faire un long voyage, nous appelons nos petites amies et leur disons que nous rentrons. Nous réglons à nouveau notre GPS pour la maison, mais au lieu de nous ramener par le chemin où nous sommes venus, il nous indique une route vers le nord jusqu'à Silver City et coupe presque une ligne droite à travers les montagnes jusqu'à Albuquerque, réduisant notre temps de trajet de près de moitié. Tous les deux, on se dit que c'est pas grave et on prend la nouvelle route. Après avoir passé Silver City et être entré dans le Gila, il commence à neiger. Environ 1 heure après le début de notre voyage, la radio s'arrête. Nous mettons donc un CD de The Doors, puis au loin nous apercevons des murs géants, comme ceux d'un château, et nous avons un sentiment de malaise. Ethan me dit de vérifier le GPS qui n'indique pas de ville, mais seulement une ligne droite. Nous continuons à rouler. C'est là que j'ai la chair de poule, même en vous racontant cette histoire. Une fois les murs franchis, nous voyons une ville, mais pas comme une vraie ville, plutôt une représentation faite par un artiste, comme une peinture à l'huile. Toutes les maisons sont noires, avec un peu de gris, à l'exception d'une d'entre elles. On dirait qu'il y a une télé allumée dans le salon. Nous sommes en train de paniquer, nous n'avons pas envie de nous arrêter. Nous continuons à rouler et de nulle part, des dizaines de voitures sont garées le long de la route.
Un sentiment d'effroi nous envahit, une peur comme celle d'être observé, mais de ne voir personne. C'est terrifiant. Ethan se met à rouler plus vite. Nous laissons enfin les maisons derrière nous. Nous passons à travers les murs d'un château, puis à nouveau à travers la terre et encore une fois dans la forêt. Une fois dans la forêt, la peur se dissipe. Nous arrivons à une intersection, nous prenons à gauche et nous entrons littéralement dans notre ville. Nous arrivons à la maison à la grande surprise de nos petites amies. Elles nous ont reproché de ne pas avoir quitté la ville alors que nous avions dit l'avoir fait. Nous regardons l'historique de nos appels. Cela fait seulement 2 heures que nous avons appelé pour dire que nous quittions Lotsburg. Personne ne nous croit et nous ne racontons pas souvent cette histoire à cause du ridicule. Mais la peur que je ressens en vous la racontant est une preuve suffisante pour moi que c'est arrivé. Il y a quelques années, j'étais assis dans ma cuisine sur mon ordinateur de bureau. J'étais seul à la maison à ce moment-là, et c'était au milieu de l'après-midi. La porte du garage fait un bruit très particulier lorsqu'elle s'ouvre et se ferme. Je n'aime pas être seul à la maison, en partie à cause de ma peur du surnaturel. Donc lorsque j'entends ce bruit distinct, cela déclenche une énorme vague de soulagement, et je vais généralement saluer la personne qui m'a soulagé d'être seul. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, le silence régnait dans la maison, à l'exception du cliquetis du clavier. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir et le sifflement de mon beau-père a envahi la maison. Il faut savoir que mon beau-père et moi sommes très proches. Tous les deux nous aimons siffler très fort et nous sifflons presque toujours ensemble, juste pour le plaisir. Je connais donc son sifflement comme ma poche. J'ai entendu le bruit de ses chaussures qui s'enlevaient et le tintement de ses clés qu'on accrochait à notre porte-clés murale. Je l'ai entendu se diriger vers les toilettes qui sont adjacentes à la porte du garage et ouvrir le robinet pour se laver les mains. Je me suis levée pour aller l'accueillir, mais lorsque j'ai tourné dans le coin du couloir où se trouvent les toilettes et la porte du garage, le bruit du robinet n'était plus audible. J'ai marché un peu plus loin pour constater que la lumière n'était même pas allumée. J'ai vérifié la zone de la porte du garage, mais les chaussures et les clés de mon beau-père ne s'y trouvaient pas. Je suis sérieusement paniquée, pensant qu'il y a quelqu'un dans la maison. J'ai appelé mon beau-père et il a décroché en disant qu'il rentrait en voiture. J'étais abasourdie. Je n'avais littéralement aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je suis retournée à l'endroit où j'étais assise et j'ai attendu qu'il rentre pour que la même situation se reproduise. Et avec lui ici, sifflant et tout le reste. En 2021, j'ai été admis à l'hôpital de Wiston, dans le nord-ouest de l'Angleterre, pour une septicémie. Il s'est avéré que je souffrais d'une infection sanguine et d'une infection cardiaque appelée endocardite. Je suis restée à l'hôpital pendant 6 semaines, le temps que les antibiotiques fassent leur travail. Heureusement, je me suis rétablie, mais il s'est passé quelque chose pendant ce séjour que je ne peux toujours pas expliquer. L'hôpital de Wiston existe depuis longtemps. L'ancien bâtiment avait une allure du 19e siècle, avant d'être reconstruit en 2010. Pour clarifier les choses à l'avance, l'ancien bâtiment a été démoli et le nouveau a été construit à sa place. Le nouveau bâtiment semble moderne, rien à voir avec l'ancienne structure. Lorsque j'étais là-bas, j'avais une petite routine. Je quittais mon service, je prenais l'ascenseur, je sortais fumer une cigarette et je revenais par le même chemin. La nuit, c'était calme et je n'y pensais pas trop, jusqu'à ce qu'un soir, tout change. Ce soir-là, après ma pause cigarette habituelle, je suis montée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de mon étage. Au lieu de monter, il a commencé à descendre. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un simple dysfonctionnement et j'ai prévu d'appuyer à nouveau sur le bouton une fois qu'il se serait arrêté. Lorsque les portes se sont ouvertes,
J'ai tout de suite eu l'impression que l'ambiance n'était pas la même. Le couloir ne ressemblait pas à l'hôpital auquel j'étais habitué. Il était plus sombre, plus vide et avait l'air faux. Les murs semblaient plus vieux, comme s'ils dataient de plusieurs décennies, et il n'y avait pas une seule personne en vue. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sorti pour regarder autour de moi, même si j'avais le sentiment profond que je ne devais pas le faire. Sur ma gauche, j'ai vu une porte sur laquelle était écrit « Accident et urgence ». Cela n'avait aucun sens. Les urgences étaient censées être au-dessus de moi, pas en dessous. J'ai continué à marcher, et plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait étrange. L'air était lourd, et tout était bizarrement silencieux. Puis j'ai vu les lits. Ils avaient de vieux cadres métalliques avec de minces matelas bleus, le genre que l'on s'attend à voir dans un vieil hôpital, pas dans un hôpital moderne. Plus j'avançais, plus il faisait sombre, et j'ai commencé à avoir l'impression d'être observé. J'ai paniqué, j'ai fait demi-tour et j'ai couru jusqu'à l'ascenseur. Lorsque j'ai appuyé à nouveau sur le bouton de mon étage, il m'a heureusement ramené en haut. Après ça, j'ai évité d'emprunter cet ascenseur chaque fois que je le pouvais. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'avais vu, mais j'essayais de me convaincre que c'était de l'épuisement ou peut-être une partie étrange de l'hôpital que je ne connaissais pas. Environ une semaine plus tard, j'ai eu besoin d'utiliser l'ascenseur tard dans la nuit. J'ai hésité, mais j'ai appuyé sur le bouton pour l'appeler. Lorsqu'il est arrivé, je me suis figé. Au lieu d'afficher un numéro d'étage en haut comme d'habitude, il n'affichait que la lettre X. J'ai immédiatement quitté les lieux. Je ne sais pas si c'est le comportement habituel pour un dysfonctionnement ou une sorte de code d'erreur, mais je n'avais pas envie de le découvrir. Même aujourd'hui, je ne sais pas quoi penser de tout ça. J'ai entendu des gens parler de glissement de temps et d'autres choses, mais je ne sais pas si c'est ce que j'ai vécu. Tout ce que je sais, c'est que je me suis senti mal et que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je sais que je vais paraître fou et que je n'ai que des souvenirs fracturés, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie à des intervalles aléatoires. S'il vous plaît, comprenez que je ne me souviens que d'une partie de ce qui m'est arrivé et que ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que dès que cela m'arrive et se termine, je commence à tout oublier comme dans un rêve, mais je ne rêve pas. Je suis tout à fait alerte et éveillée lorsque ça se produit. La semaine dernière, alors que j'étais au cinéma, je me suis approché d'une affiche pour lire le texte et je suis arrivé à la fin. Et soudain, le point à la fin de l'affiche a zoomé, comme lorsqu'on bascule la caméra d'un jeu vidéo pour figer et explorer le paysage. Je suis tombé dans le point comme dans un trou. J'ai presque perdu tout sens de l'identité et j'ai continué à essayer de réaffirmer qui j'étais. La réalité a fondu et est devenue noire. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mon corps avait disparu. Je pense qu'il n'y avait plus que ma conscience. Mes pensées récentes se répétaient de manière désincarnée et soudain, les souvenirs ont commencé à affluer. Des pensées familières. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais j'avais l'impression d'avoir été là où j'étais auparavant. Je me souviens d'une pièce blanche et de lumière bleue. Je me souviens des bruits d'autres choses. Je me sens désincarné et piégé dans un endroit. J'entends des bruits de machines, des conversations étouffées. Je suis observé. Lorsque ça se produit, je me sens en contact avec mes souvenirs les plus anciens que j'ai avant l'enfance. Je suis calme, tout à fait calme. Les souvenirs me reviennent et j'ai l'impression de comprendre ce qui m'arrive. Je me sens confus et mal à l'aise, même après ce dont je me suis souvenu. Mais c'est fugace. J'ai l'impression de passer par toutes les étapes de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui. Le temps est très fluide. À certains moments, je suis conscient de ce qui se passe, mais tous ces souvenirs disparaissent lorsque j'en sors. J'aimerais être plus cohérent, mais bon. Et dès que ça se produit, c'est fini. Je suis assis dans le cinéma et j'attends que le film soit projeté. Mes amis ne se souviennent pas que je me sois comporté bizarrement, et je ne me souviens de rien. Je suis pourtant trempé de sueur. J'aimerais trouver plus de sens à tout ça, mais les souvenirs sont si fugaces. Quelqu'un a-t-il déjà eu une expérience similaire?
Cette expérience peut sembler ennuyeuse, mais pour moi qui l'ai vécue, elle défie toute explication logique et rationnelle. Pour situer le contexte, je suis un promeneur de chiens vivant sur la côte ouest de l'Écosse. C'était un jour pluvieux du mois d'août, et j'avais environ 5 chiens dans mon van pour une promenade en groupe. Comme il pleuvait, j'ai décidé de les emmener à la plage, qui serait probablement vide par une journée aussi merdique. Alors que je tournais sur la piste de 2 km menant à la plage, j'ai rattrapé une autre voiture qui s'y rendait également. J'avoue que j'étais un peu énervé parce que j'espérais avoir la plage pour moi tout seul. Mais il y a 2 baies, séparées par un tas de rochers qu'on ne peut pas traverser facilement, avec 2 chemins distincts qui mènent depuis le parking de cette plage particulière. Alors je me suis dit que j'allais laisser ces gars se garer et voir quelle baie ils voulaient prendre et que j'irais sur l'autre. En suivant la voiture dans le parking vide, je me suis immédiatement garé sur la première place à droite, tandis que la voiture que je suivais semblait continuer à rouler jusqu'au bout du parking, environ 30-40 mètres. C'est un petit parking. J'ai coupé le moteur et j'ai regardé par la fenêtre du côté passager. La voiture roulait toujours. J'ai attendu 1 minute et je me suis penché pour regarder à nouveau par la fenêtre et la voiture avançait comme si elle était enfin sur le point de s'arrêter. J'ai attendu un peu plus longtemps, m'attendant à entendre le bruit des portes de voiture qui s'ouvrent et se ferment, mais je n'ai rien entendu. Alors je me suis penché vers l'avant et j'ai regardé à nouveau, et la voiture avançait toujours, comme si elle était sur le point de s'arrêter. J'avais l'impression qu'elle était sur le point de s'arrêter depuis une éternité, mais ça ne m'a pas semblé bizarre. Je commençais juste à m'impatienter et à vouloir qu'il sorte et qu'il choisisse une plage. À ce moment-là, les chiens ont commencé à gémir, probablement un peu confus de savoir pourquoi je venais de me garer et de m'asseoir là sans les laisser sortir. Alors j'ai décidé de sortir et d'ouvrir les portes arrière du van pour les apaiser. Ils sont en cage pour qu'ils ne puissent pas sauter dehors. Je suis donc sorti, j'ai marché jusqu'à l'arrière de ma camionnette et j'ai jeté un coup d'œil à la voiture qui était toujours en train de se garer lentement sur la place de parking. À ce stade, je ne pense toujours pas que quelque chose ne va pas. Je me dis juste que c'est le conducteur le plus lent du monde, que je commence à m'impatienter et que j'ai juste envie d'avancer car j'ai une journée chargée. Après avoir jeté un coup d'œil à la voiture, j'ouvre les portes arrière, ce qui aurait pris environ 1 seconde, et je regarde à nouveau la voiture qui a littéralement disparu. Il n'y a aucune trace de celle-ci, il n'y a pas de sortie à l'autre bout du parking. La seule sortie était celle par laquelle nous étions tous les deux entrés, ce qui aurait nécessité que la voiture fasse demi-tour et passe devant moi. Et je sais que ce n'était pas possible pour les raisons suivantes. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour que la voiture fasse demi-tour et passe devant moi en 1 seconde. Je l'aurais certainement entendu le faire, car elle aurait roulé sur la piste à environ 1 mètre derrière moi. Je l'aurais vu remonter la piste que nous venions de parcourir, et j'ai regardé là-haut, il n'y avait pas de véhicule. Je sais que cette histoire est un peu ennuyeuse et qu'il est difficile de faire comprendre à quel point c'est impossible sans que vous compreniez parfaitement la disposition du parking de la plage. Mais croyez-moi, c'est tout simplement impossible. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui s'est passé ? La chose la plus proche que je puisse trouver est un glissement de temps, mais les gens rapportent généralement qu'ils se sont sentis étranges, ils ont perdu du temps, alors que je n'ai ressenti que de l'irritation face au temps que prenait la voiture pour se garer. Même si, rétrospectivement, le fait que j'ai jeté un coup d'œil plusieurs fois pendant environ 2 minutes et qu'elle était toujours juste en train de se garer, à chaque fois est un peu étrange. Et la voiture était plutôt moderne. C'était une Ford Mondeo Break avec un coffre de toit dessus. Je n'ai pas noté l'année, mais elle avait certainement moins de 10 ans. Je vis dans une petite maison de ville avec mes 2 chiens, une maman et son fils, des croisements de chihuahua d'environ 3 kilos chacun, ainsi que mon chat Kiki et mon cochon d'Inde Ghost. J'étais en train de regarder mon téléphone sur le canapé avec la maman chihuahua et j'ai réalisé qu'il était 1 heure du matin. Alors j'ai appelé son fils Biffy pour qu'il aille se coucher. Je n'ai pas eu de réponse, ce qui était un peu inhabituel car l'heure du coucher est leur moment préféré de la journée.
Je me suis dit que Biffy faisait probablement la sieste quelque part. Alors j'ai secoué le sac de friandises et sa maman et Kiki mon chat ont accouru, mais aucun signe de Biffy. Cela m'a vraiment inquiétée parce que ma maison est petite et très ouverte, donc il aurait pu l'entendre et accourir de n'importe où. J'ai vérifié toutes les cachettes habituelles des chiens. Sous les lits, dans les draps, entre les oreillers, rien. J'ai vérifié chaque pièce de fond en comble, en regardant sous tous les meubles et en appelant pour les friandises, espérant qu'ils sortiraient de quelque part. Rien. La dernière fois que j'ai ouvert une porte, c'est quand je les ai ramenés tous les deux d'une promenade, donc il n'y a aucune chance qu'ils soient sortis. Mais j'ai quand même vérifié. Rien. J'ai fouillé la maison à sa recherche, il était introuvable. La maman a compris que son petit était introuvable et a reniflé frénétiquement et est passée d'une pièce à l'autre à sa recherche. Elle a essayé toutes les cachettes, mais elle n'a pas réussi à trouver Biffy. Elle était aussi inquiète que moi et continue à fouiller frénétiquement toutes les pièces. Biffy est également un chien très sensible aux émotions. S'il sentait que j'étais bouleversée, il viendrait immédiatement s'asseoir sur mes genoux et se blottir contre moi. C'est le fait qu'il ne vienne pas quand j'étais affolée qui m'a fait m'inquiéter. En tout cas, où qu'il soit, il n'était pas à portée de voix. À ce stade, j'étais complètement paniquée et j'ai envoyé un message à mon père pour qu'il m'aide à fouiller le quartier, puisqu'il était tard. Je me suis dit que j'allais faire un autre tour à l'étage et pendant que je le faisais, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était sur le chemin. J'ai encore cherché et quand j'ai fait une pause pour envoyer un texto à mon père, j'ai entendu le tintement de son collier comme s'il marchait. Je regarde par-dessus la rampe et il est là, dans le salon, heureux comme une palourde, la queue frétillante. Il avait l'air étonné quand il m'a vu et sa maman si inquiète, mais sinon il allait très bien. Je suis tellement perplexe sur ce qui lui est arrivé. Comment a-t-il pu disparaître dans la nature, puis revenir comme si rien ne s'était passé ? J'ai besoin de partager quelque chose de bizarre qui m'est arrivé et que je n'arrive pas à me sortir de la tête. J'ai fait l'expérience d'un glissement de temps. C'est aussi déroutant aujourd'hui qu'à l'époque. J'étais garée devant la maison de mes parents avec ma sœur. Elle a quitté la voiture pour rentrer et pendant qu'elle le faisait, j'ai jeté un coup d'œil au tableau de bord de la voiture et il était exactement 1h du matin. C'est le dernier moment normal dont je me souvienne, car ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'ai toujours pas expliqué à ce jour. Je suis soudainement dans la rue où j'habite, à environ 25 minutes en voiture de la maison de mes parents. Je n'étais pas devant ma maison, mais suffisamment près pour la voir. Je pouvais entendre des gens applaudir bruyamment en arrière-plan, comme si j'étais au milieu d'un match de football de la Coupe du Monde en direct. À ma gauche, il y avait une sphère orange, semblable à de l'énergie qui flottait près du sol, presque comme s'il allait me faire la course. À ma droite, je regardais et je voyais un vieil homme vêtu d'une énorme et longue robe bizarre qui ressemblait à celle d'un magicien. Il comptait bruyamment à rebours, en commençant par 5 jusqu'à 1. Et je jure sur tout ce qui m'est cher que je me souviens encore du moment où il a compté à rebours. 5, 4, 3, 2, et quand il est arrivé à 1, j'entends un grand coup sur la vitre de ma voiture. Je regarde autour de moi et je vois un flic qui pointe sa lampe de poche sur mon visage et qui me crie « Sortez de la voiture, maintenant !» Je regarde ce policier et je réalise que je suis littéralement devant un poste de police sur la route avec ma voiture toujours en mode conduite. C'est à environ 25 minutes de chez mes parents et peut-être à 5 minutes de chez moi. J'ai regardé mon tableau de bord, il était 5h du matin. 4 heures ont disparu comme ça. Et j'étais là, choquée. Je regardais l'officier qui me posait toutes ces questions. « Que faites-vous ici? Où allez-vous? Avez-vous dormi ?» Et je suis complètement abasourdie. Je regarde l'officier et je regarde autour de moi. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas de voiture, pas de gens, personne en vue. J'étais littéralement au milieu de la route, exactement en face du poste de police. 4 heures plus tard. Ce que j'ai vu avec le vieil homme et l'orbe n'a duré que 5 secondes, du moins dans ma tête ou dans la façon dont je l'ai vécu.
Je regarde mon téléphone et je vois que j'ai reçu une centaine d'appels manqués de ma femme, peut-être une autre centaine de mes parents et divers autres appels d'amis que ma femme a réveillés au milieu de la nuit pour leur demander s'ils savaient quelque chose. J'y pense tous les jours et cela m'est arrivé il y a 10 mois et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ce qui s'est passé. Chaque fois que j'en parle à quelqu'un, il me regarde comme si j'étais fou ou possédé. Il y a environ 1 an, ma mère et moi avons vécu quelque chose de vraiment bizarre et je m'interroge encore sur ce qui s'est passé. Nous avions conclu une affaire fructueuse et nous avons donc décidé d'aller acheter des bijoux. Ma mère aime investir dans des bijoux de valeur au lieu de laisser de l'argent à la banque. Nous nous sommes garés dans un parking sécurisé avec des caméras et un système de sécurité, avons laissé un sac d'argent dans la boîte à gants de notre voiture et l'avons fermé à clé. Nous nous souvenons toutes les deux d'avoir placé le sac dans la boîte à gants et nous avons même envisagé de le cacher sous la boîte à gants pour plus de sécurité. Nous faisons toujours ça pour ne pas avoir à nous rendre dans un magasin puis dans un autre avec un tas d'argent sur nous. Nous sommes allés faire les courses, avons choisi les bijoux et sommes retournés à la voiture pour récupérer l'argent. À notre grande surprise, le sac avait disparu. Nous avons fouillé la voiture de fond en comble, discuté avec la sécurité, appelé la police et déposé plainte. L'opération a duré toute la journée. La police nous a dit qu'elle avait vérifié les caméras et enquêté. Complètement frustrés, nous sommes rentrés à la maison et avons trouvé le sac d'argent manquant intact sur le lit de ma mère. Tout était là, intact. Nous étions toutes les deux complètement abasourdies. La dernière fois que nous avions vu le sac, c'était dans la boîte à gants de la voiture sur le parking. Mon sang s'est refroidi et mes jambes se sont mises à faiblir. Ma mère a pensé qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel et nous avons décidé de faire don de tout l'argent, pensant que c'était ce que les esprits voulaient. Mais maintenant, après avoir lu des articles sur les problèmes de matrice et les théories d'univers parallèles, je me demande si nous n'avons pas vécu quelque chose de semblable. J'habite dans une ville assez petite et je connais bien la plupart des environs. Je travaille à domicile, donc je ne sors pas beaucoup en semaine, mais le week-end, j'ai l'habitude de faire de longues promenades pour me changer les idées. Samedi après-midi, j'ai décidé de me promener dans un quartier de la ville où je n'ai pas l'habitude d'aller. Ce n'est pas très loin de chez moi, mais ce n'est pas un endroit que j'ai vraiment exploré. C'est surtout un quartier industriel, peu fréquenté, et il n'y a pas grand-chose à voir à part des entrepôts. Quoi qu'il en soit, je marche sur cette longue route droite quand je vois quelqu'un venir vers moi. C'était un type de la même taille que moi, portant un sweat à capuche, un jean et un sac à dos. Alors qu'il arrive à environ 4 à 5 mètres de moi, nous nous fixons l'un l'autre. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'être en train de faire une crise de panique. C'est la sensation la plus bizarre que j'ai jamais eue. Je connais cette personne, je l'ai déjà vue, c'était moi, pas dans le sens où je pensais que nous nous ressemblions. J'ai immédiatement reconnu tout ce qui le caractérisait, la façon dont il marchait, sa posture, la façon dont sa main reposait dans sa poche, c'était moi. Lorsque nous nous sommes croisés, aucun de nous n'a dit un mot, nous avons simplement continué à nous regarder de haut en bas. Nous avions l'impression d'être deux versions de la même personne. L'expression de son visage était confuse et craintive. Ses yeux étaient écarquillés et on aurait dit qu'il pensait exactement la même chose que moi. Je ne l'ai pas vu s'éloigner. Quand je me suis retourné, après un long moment à se fixer l'un l'autre, j'ai attendu ce qui m'a semblé être 10 à 20 secondes avant de me retourner à nouveau. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun signe de lui, où que ce soit. Il n'y avait pas de ruelle ou d'endroit où il aurait pu se cacher.
J'ai marché jusqu'à l'endroit où nous nous sommes croisés, et rien, aucune trace de lui, c'était comme s'il avait disparu. Au début, j'ai essayé de ne pas y penser. Je me suis dit que je me faisais des idées, mais je crois que j'essayais de me convaincre moi-même. J'ai fait des recherches sur Google, mais les résultats ne concernaient que des légendes urbaines ou des histoires de sosies qui sont une sorte de mauvais présage, rien d'utile. Mes amis me disent que je suis probablement stressée, que je vois des choses, mais honnêtement, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que j'ai glissé dans une sorte d'univers parallèle ou qu'il y a un problème dans la matrice. J'ai aussi remarqué que j'avais des idées de déjà-vu à propos de choses aléatoires. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça, ou est-ce que je suis en train de perdre la tête ? Mon cœur bat déjà très fort en racontant cette histoire. À l'âge de 25 ans, je rentrais du travail en voiture un soir. Je vivais à Los Angeles à l'époque. Je roulais sur Sunset Boulevard en direction de l'ouest vers mon appartement de Brentwood. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, il y a une partie de Sunset Boulevard près de UCLA, Université de Californie à Los Angeles, qui est très sinueuse. Il y a 2 voies de chaque côté sans accotement. Il était 20h30 un samedi soir et il y avait donc de la circulation. Je roulais et tout à coup, à environ 15 mètres devant moi, j'ai vu une voiture. Mais ce que je voyais surtout, c'était la portière du passager. Cette voiture avait fait un tête-à-queue et se trouvait perpendiculairement à ma voie. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. J'ai regardé à ma droite et il y avait une voiture à côté de moi. Je n'avais donc nulle part où aller. J'ai instinctivement tourné ma voiture vers la droite. Une fois que j'ai dépassé la première voiture, j'ai tourné complètement sur la gauche, tout en essayant d'éviter la deuxième voiture. Pendant que tout cela se passait, je me suis souvenu d'un moment passé avec ma mère à Disney World lorsque j'avais 3 ans. Ce n'est pas un souvenir que j'ai déjà eu. Je me souviens vaguement de certaines parties de ce voyage, mais ce souvenir n'en fait pas partie. J'ai alors réalisé que ma vie défilait devant moi et que j'allais mourir. Je n'avais jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Chaque partie de moi savait que j'allais mourir. J'ai commencé à crier et aujourd'hui encore, je ne sais pas si j'ai vocalisé quoi que ce soit ou si tout était dans ma tête. J'ai crié « Non, ce n'est pas juste. Je n'en ai pas encore fini » tout en faisant des embardées sur Sunset Boulevard. J'ai soudainement arrêté ma voiture et je me suis retrouvé perpendiculairement à la voie de circulation opposée. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. C'était comme si tout avait été nettoyé. J'ai enclenché la marche arrière et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas vu une seule voiture pendant le reste du trajet. Je n'étais plus qu'à 5 minutes de mon appartement, mais Sunset Boulevard, un samedi soir, était complètement vide. Je suis arrivé et je me suis garé dans la rue. Je n'ai vu personne. En marchant vers mon appartement, j'en suis venu à la conclusion que j'étais mort et que parce que j'avais dit non, j'étais coincé dans les limbes. Je n'avais jamais autant souhaité que ma colocataire soit à la maison, mais malheureusement, elle n'y était pas. J'ai appelé l'une de mes meilleures amies et lui ai dit « J'ai des questions à te poser, réponds-moi s'il te plaît et je t'expliquerai après. » Je lui ai demandé mon nom, mon âge, la ville où nous vivions et la date. Elle était évidemment très inquiète. Je lui ai expliqué que je pensais être mort et que je n'étais pas sûr d'être vraiment au téléphone avec elle. Elle a essayé de me convaincre que j'étais en vie et que tout allait bien. Mathématiquement, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. La voiture de droite ne pouvait aller nulle part. Ce moment m'a hanté toute ma vie. Il m'est arrivé de remettre en question mon existence. Je me suis demandé si ma vie n'avait pas été un voyage de mort très détaillé et si je n'étais pas en train de me vider de mon sang sur Sunset Boulevard. Après de nombreuses années de méditation, de pratiques spirituelles et de croyances en la physique quantique, je me demande dans quelle vie j'ai sauté. Un jour, ma mère et moi étions en train de traîner au sous-sol de notre maison.
et nous avons entendu le camion diesel bruyant de mon père s'arrêter, ses clés teintées, lui marchant lourdement vers la porte d'entrée. Nous avons entendu la porte qui se déverrouille et s'ouvre, et mon père se promenant dans la maison à la recherche de tout le monde, en criant le prénom de ma mère, encore et encore. Ma mère n'arrêtait pas de crier que nous étions au sous-sol, mais on pouvait l'entendre continuer à marcher dans la maison en l'appelant, peu importe à quel point on criait en retour. Chaque fois que mon père nous appelait à l'étage dans la vraie vie, il nous entendait toujours, alors nous étions toutes les deux vraiment confuses, et avons décidé de simplement monter à l'étage pour lui montrer que nous étions à la maison. Quand nous sommes arrivés à l'étage, il avait disparu. Nous avons vérifié partout à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y avait aucun signe de lui nulle part. Ma mère l'a donc appelé pour savoir où il allait, en supposant qu'il était parti précipitamment pour découvrir qu'il était à 2 heures de route sur un chantier et qu'il n'était pas venu en ville depuis 6 heures du matin. Ma mère était tellement en colère, pensant qu'il plaisantait, elle a exigé de parler à d'autres employés qui ont tous confirmé qu'il était à 2 heures de route. Le fait que nous soyons paniqués et abasourdis par ça était un euphémisme. Nous avons vérifié nos caméras de sécurité, notre détecteur de monoxyde de carbone, notre détecteur de gaz, etc. pour nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de sécurité. Et nous n'avons trouvé aucune preuve de ce genre de problème. Les caméras n'ont pas montré mon père ou quiconque d'ailleurs venir chez nous au moment où nous l'avons entendu. Mais en réalité, nous avons toutes les deux entendu chaque détail de son arrivée de la même manière. En plus de ça, son accent et sa voix sont si excentriques que je ne connais personne qui pourrait aussi facilement parler comme lui. Je suis toujours effrayée par notre expérience commune ce jour-là, et je n'ai aucune idée de l'explication. C'est arrivé il y a environ 2 mois, et je n'ai pas cessé d'y penser. J'ai un travail assez ennuyeux de 9 à 17 heures dans un immeuble de bureau de taille moyenne. Tous les jours, vers 14 heures, je me rends dans le même café, de l'autre côté de la rue pour ma dose de caféine. Je suis un tel habitué que le garçon de café, Sam, passe automatiquement ma commande lorsqu'il me voit dans la file d'attente. Ce jour-là, j'ai quitté mon bureau un peu plus tard que d'habitude, vers 14h15. En arrivant à la porte du hall, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma carte magnétique sur mon bureau, de l'autre côté du bâtiment. Mais ce n'était pas un problème. La secrétaire Sarah m'a signé la sortie sur papier. Cela arrive tout le temps. En traversant la rue et en m'approchant du café, je me suis vue, moi portant les mêmes vêtements, le même sac, la même chose, debout au comptoir, à l'intérieur, en train de discuter avec Sam. Je me suis figée. Mon cœur battait la chamade, mais mon cerveau me disait « Non, tu imagines tout ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui te ressemble. » Mais cette autre personne s'est légèrement tournée et j'ai pu voir son visage. C'était mon visage. J'ai paniqué, j'ai fait demi-tour et j'ai traversé la rue sans entrer. Mes mains tremblaient, je me disais que je devais être trop fatiguée ou quelque chose comme ça. Mais voilà, lorsque je suis retournée à mon bureau et que j'ai regardé dans mon sac, la tasse de café était là. Exactement le même café que j'avais l'intention de commander, avec mon nom écrit dessus de la main de Sam. Je ne suis jamais entrée dans le magasin, je n'ai jamais acheté le café, mais il était là, chaud, frais comme si je venais de le prendre. J'ai levé les yeux vers l'horloge et il était encore 14h15, l'heure habituelle à laquelle je rentrais après avoir pris mon café, mais j'étais dehors depuis plus d'1 minute. C'était comme si ma ligne temporelle avait divergé. Une version de moi s'était séparée à 14h et était allée chercher le café, tandis que j'étais restée sur place. Puis, en retournant dans le bâtiment, nos lignes temporelles s'étaient à nouveau mélangées. Ce qui est encore plus effrayant, c'est de savoir quelle version j'étais à ce moment-là. Étais-je le moi d'origine ou une sorte de duplicata? J'ai passé le reste de ma journée de travail à me sentir très mal à l'aise. Je n'ai même pas bu de café. Cela m'a amené à me poser des questions sur les histoires de métamorphes ou de doubles que j'avais entendues dans le passé, et je me suis demandé si certaines de ces histoires ne venaient pas de là. Peut-être que 2 lignes temporelles se séparent ou convergent et que l'on peut se trouver à 2 endroits à la fois pendant un court laps de temps. Je me demande combien de fois ce genre de choses se produit sans que l'on s'en rende compte. Je n'en ai parlé à personne au travail,
Parce que soyons réalistes, ils penseraient que je suis fou. Mais la secrétaire du bureau se souvient que je suis sortie, et elle se souvient que j'ai oublié ma carte magnétique, mais elle dit que cela s'est passé à 14 heures, et c'est même indiqué sur le registre où elle a signé mon départ. Depuis, je suis retournée au café, et tout s'est passé normalement. Bizarrement, Sam ne s'est pas souvenu de ma venue. Le lendemain, quand je suis allée prendre mon café, il m'a demandé si j'avais été malade la veille. Alors s'il ne m'a jamais donné de café ce jour-là, d'où vient le café qui se trouve dans mon sac? D'un univers parallèle qui est entré en collision avec celui-ci pendant une fraction de seconde? Comment lui et Sarah peuvent-ils se souvenir de choses si différentes? Laquelle de ces questions est réelle? Je n'en sais rien. Et j'ai toujours la tasse. J'ai écrit dessus au marqueur rouge. Ça vient de nulle part. Elle est maintenant dans le placard de ma cuisine. Je continue à la regarder, juste pour me rappeler que je n'ai pas tout imaginé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. On m'a récemment enlevé les amygdales. Si quelqu'un le sait, il est beaucoup plus difficile pour les adultes de se remettre rapidement d'une telle opération. Quoi qu'il en soit, je vis avec ma sœur et en janvier 2018, son chat est mort. Bien qu'elle ait plusieurs chats, elle était vraiment triste de perdre celui-là, car il n'avait que 3 pattes après un accident de voiture. En février, après avoir été licenciée, j'ai subi une intervention chirurgicale et je suis restée chez ma petite amie, puis chez ma mère pendant que je me rétablissais. J'ai dû me rendre 2 fois aux urgences en raison d'un saignement excessif. La deuxième fois, ils ont pu cautériser chimiquement l'opération à l'aide d'un spray nasal. Le médecin urgentiste en a pulvérisé des tonnes dans le fond de ma gorge. Après quelques heures, j'ai pu rentrer chez moi car le saignement commençait à s'arrêter. Je suis rentrée à la maison vers 2 heures du matin. Je me suis endormie et 1 heure plus tard, j'ai recommencé à saigner abondamment. Ma mère et mes frères sont allés se coucher. Je ne voulais pas les réveiller car je les avais déjà envoyés aux urgences. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai remarqué que j'étais très pâle. J'ai commencé à avoir peur de mourir car j'ai lu beaucoup de choses sur les mauvaises expériences d'amygdalectomie. Je sais que cela peut paraître stupide pour certains, mais quand on voit autant de sang s'écouler, on peut le penser aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le flacon de spray nasal que le médecin des urgences m'avait donné. D'ailleurs, la facture des urgences s'élevait à 800 $, et j'en suis toujours furieux. J'ai avalé la moitié de la bouteille. C'est là que l'étrangeté se produit. Je me souviens avoir prié l'univers de me placer, si je meurs, dans un autre univers parallèle proche du mien, car je ne veux pas encore partir. Je me suis ensuite endormie. Lorsque je me suis réveillée, j'ai couru à la salle de bain et un énorme blob gélatineux de sang est sorti de moi. Quelques minutes plus tard, j'ai cessé de saigner et j'ai commencé à me rétablir très rapidement et tout semblait normal. 2 jours plus tard, j'étais capable de manger des nouilles et des aliments presque normaux, à l'exception des aliments croquants. 1 semaine plus tard, je suis rentrée à la maison et je suis allée dans la cuisine. Devinez qui était là. Le chat mort de ma sœur était de nouveau vivant. Quand j'avais environ 15-16 ans, mes amis et moi avions un endroit que nous surnommions le spot. Il s'agissait d'une énorme dune de sable sur la crique qui surplombait la ligne d'horizon de notre ville balnéaire et l'océan avec une vue incroyable. Le parking d'accès à la plage le plus proche était à plus d'1 heure de marche. Il est illégal de se trouver sur les dunes de sable en raison des mouvements de conservation de l'État. Nous étions des adolescents stupides et nous avons depuis appris de nos actes. Nous savions que nous devions respecter suffisamment la terre pour ne pas jeter des détritus ou quoi que ce soit d'autre. Un soir, mon meilleur ami et moi étions en train de nous rendre sur place. À un moment donné de la promenade, j'ai regardé à ma droite vers l'intérieur des terres et j'ai remarqué 3 condominiums qui se détachaient du paysage. Il n'y avait pas d'autres constructions, ce qui est assez rare en Floride, surtout dans notre ville touristique.
J'ai regardé de l'autre côté de l'océan et j'ai vu un héron patauger dans l'eau sur une jambe, un avion planant au loin derrière lui. J'ai pris une grande bouffée d'air salé et j'ai remarqué à quel point il est beau de vivre ici. Quelques minutes passent, 5 peut-être, 10 au maximum, et je remarque que nous approchons à nouveau de 3 condos. Je regarde l'eau et je vois un héron sur une patte et un avion qui passe derrière. D'accord, bizarre. Quelques minutes de plus s'écoulent et c'est reparti. Les 3 mêmes appartements, le même oiseau, le même avion. Je pensais devenir fou jusqu'à ce que ma meilleure amie brise le silence et dise « Mec, je jure que ça fait 3 fois qu'on passe devant cet oiseau. » Nous flippons un peu. Elle plaisante en disant que nous sommes dans une boucle temporelle. Cela devient de moins en moins drôle lorsque nous le voyons à nouveau 2 fois de plus. Nous ne savons pas quoi en penser, alors nous continuons à marcher. Quelques minutes plus tard, nous nous arrêtons, nous nous retournons et nous voyons les lumières des 3 condos au loin, à 3 kilomètres au moins. Nous avons ri de nous-mêmes, mais nous étions encore troublés. Je me considère comme un homme rationnel, un homme qui réfléchit. Il y a une explication logique à tout ce qui arrive, n'est-ce pas? Tout homme ou femme sain d'esprit ne croirait pas à quelque chose d'aussi stupide qu'un glissement de temps. Voir, c'est croire, comme on dit. Mon père avait souffert de toutes les maladies possibles et imaginables. Passer une grande partie de mon enfance dans les hôpitaux n'avait rien de nouveau pour moi. J'aimais ça en fait. À l'époque, j'étais trop jeune et trop stupide pour me rendre compte que mon père mourait lentement et que chaque fois qu'il entrait à l'hôpital, les chances qu'il revienne à la maison, ça me nuisait. Franchement, je voyais l'hôpital comme une aventure. L'une de ces aventures s'est produite lorsque mes parents ont rencontré le médecin au sujet de l'état de santé de mon père. J'ai décidé d'aller me promener sans vraiment me soucier de l'endroit où je devais me rendre, juste quelque part ailleurs que la cafétéria ou le service de mon père. Et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai réalisé que je me trouvais dans ce qui me semblait être la partie la plus ancienne de l'hôpital. Elle n'avait certainement pas l'éclat stérile du service de mon père ou du reste de l'hôpital, mais personne ne s'est arrêté pour me dire que je n'avais rien à faire là, alors j'ai continué. Rien ne me semblait anormal, jusqu'à ce qu'une infirmière passe devant moi en portant ce que j'ai reconnu comme un uniforme d'infirmière des années 1950-1960. Je ne savais rien de la tenue des infirmières des années 1950, bien sûr, mais j'avais vu suffisamment de films et de séries télévisées pour en reconnaître une. Une autre m'a dépassé, poussant un vieux chariot d'hôpital. Je ne me suis arrêté qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil dans l'une des salles et ce que j'ai vu me donne encore la chair de poule. Le sol était brun et à carreaux et je n'avais jamais vu autant de lits au même endroit de toute ma vie. J'ai vu un vieil homme assis dans son lit, portant une robe de chambre marron par-dessus, ce que j'ai supposé être un pyjama. Il ne m'a pas vu, mais j'ai fixé ce vieil homme pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes, et je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi triste de toute ma vie. Même maintenant, alors que je raconte cette histoire, je sens que j'ai envie de pleurer. Ce vieil homme avait l'air perdu ou oublié. Je n'ai pas vraiment les mots, mais j'ai senti sa tristesse me pénétrer. Je ne me souviens pas d'avoir retrouvé le chemin de la salle de mon père, d'avoir fait demi-tour après avoir vu ce que j'ai vu. Je n'ai aucun souvenir de ce qui a suivi. La partie logique de mon cerveau essaiera toujours de rationaliser une situation. Il est plus probable qu'il s'agisse d'une sorte d'hallucination, une façon pour moi d'accepter la mortalité de mon père et de réaliser que sa mort était probablement imminente et que je ne pouvais rien y faire. Ça m'est arrivé il y a environ 1 an. Ma femme et moi avions tous deux consulté un thérapeute familial qui nous aidait à faire face à des problèmes personnels. À l'époque, ma femme souffrait d'une dépression majeure et moi d'un syndrome de stress post-traumatique. J'essayais de surmonter une légère dépendance que j'avais développée comme mécanisme d'adaptation. Je ne dirais pas de quelle dépendance il s'agissait,
mais c'était quelque chose dont je voulais me débarrasser et sur lequel j'avais un contrôle. L'une des choses les plus importantes que notre thérapeute nous a apprises était de communiquer de plus en plus chaque fois que nous nous sentions déprimés ou que nous ressentions le besoin de rechuter. La communication avec un être cher aide énormément à se calmer et à retrouver un état de pensée logique. Un après-midi, alors que ma femme était au travail, elle faisait des livraisons de nourriture et c'est encore le cas parfois. J'ai recommencé à ressentir ses envies, alors j'ai décidé de l'appeler. Elle a répondu et nous avons commencé à discuter. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie déprimée toute la journée et qu'elle était heureuse de recevoir un appel de ma part. Je lui ai fait savoir ce qui m'arrivait et nous en avons parlé. Nous discutons ensuite pendant environ 20 minutes, partageant des détails intimes de notre journée, des progrès de la thérapie et des choses aléatoires sur la veille. Elle me remercie de lui avoir fait savoir que j'étais en difficulté et me suggère de sortir me promener. L'exercice et l'air frais aident aussi énormément à éclaircir l'esprit et à entrer dans un état de pensée logique, donc je pense que c'est une excellente idée. Je lui demande si nous pouvons rester au téléphone puisque je ne lui ai pas parlé de toute la journée. Elle est partie tôt avant que je me réveille. Et elle accepte. Alors nous continuons à parler pendant que je m'habille quand soudain sa ligne devient complètement silencieuse. Pas de bruit blanc ou quoi que ce soit, juste un silence complet. Je dis bonjour plusieurs fois, pas de réponse. Pensant qu'elle a peut-être accidentellement coupé son micro, puisque son téléphone est un peu cassé et parfois l'écran ne s'éteint pas, donc elle coupe accidentellement le son du téléphone avec son visage, je dis « Hé chérie, je pense que tu as peut-être coupé ton micro par accident », pensant qu'elle pourrait toujours m'entendre si c'était le cas. Quelques secondes après avoir dit ça, je recommence à entendre sa voix, mais vraiment cassée, puis le téléphone raccroche. Je suppose qu'elle a dû traverser une partie animée de la ville ou un tunnel et que le téléphone s'est déconnecté, même si le téléphone n'a pas dit qu'il y avait une déconnexion. J'essaie de la rappeler, pas de réponse. J'attends quelques minutes et réessaye, pas de réponse. Je trouve ça un peu étrange, mais je n'y pense plus et je pars me promener. Quelques minutes après le début de ma promenade, je reçois un SMS d'elle disant « Comment ça va ?» Alors je la rappelle et elle répond enfin. Je lui demande ce qui s'est passé et elle semble confuse. Je lui demande si son téléphone a été déconnecté et elle dit « Non, pourquoi ?» À ce stade, je suis un peu confus et je lui demande donc si elle a été déconnectée de notre conversation téléphonique. Ma femme semble complètement déconcertée. Elle dit que je ne l'ai jamais appelée et qu'elle m'a juste envoyé un message pour savoir comment j'allais. Soudain, j'ai senti des frissons parcourir le haut de ma tête et tout le reste de mon corps, et j'ai commencé à ressentir une sensation extrême de malaise. Effrayé, je consulte l'historique de mon téléphone pour m'assurer que je ne deviens pas fou, et bien sûr, j'y trouve notre conversation horodatée et tout. Je lui dis que je regarde notre appel téléphonique dans l'historique de mon téléphone, et elle insiste sur le fait que je ne l'ai jamais appelée, et elle commence à paniquer. Elle rentre à la maison plus tard dans la journée, et je vérifie son téléphone. Je consulte nos deux historiques d'appels côte à côte et bien sûr, je n'ai reçu aucun appel de ma part au moment où je l'ai appelé pour la première fois. J'appuie sur l'historique de mes appels pour composer son numéro et voir qui appellerait et son téléphone sonne. Nous nous regardons tous les deux et je ressens un énorme frisson dans le dos. À qui avais-je parlé? Avec qui avais-je eu une conversation téléphonique personnelle et intime? Il n'y avait aucun moyen que ce soit quelqu'un d'autre que ma femme. Avais-je eu une conversation téléphonique avec une version de ma femme dans une dimension parallèle ou quelque chose comme ça? C'était l'une des choses les plus folles et les plus bizarres qui me soient jamais arrivées. Nous avons tous les deux acheté de nouveaux téléphones depuis et cela ne s'est plus jamais produit.